Sans doute vous pensez que les entreprises sont un problème plus qu'une solution quand il s'agit de parler de la crise écologique. Pourtant, ce qui fait société, c'est évidemment la politique, la société civile et les entreprises. Donc on ne peut pas compter sans elles, elles ont un rôle essentiel. Et c'est un sujet qui me semble tellement important que j'ai reçu Fabrice Bonifay, qui est le directeur du développement durable de Bouygues, mais qui est aussi le président du C3D, qui est le collège des directeurs du développement durable, avec lequel on a une discussion très franche sur quel peut être le rôle des entreprises, en particulier quand il s'agit du bâtiment et donc de Bouygues. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc Fabrice, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Fabrice Bonifay, je suis le directeur développement durable du groupe Bouygues, président du collège des directeurs développement durable, une association qui a été créée il y a 11 ans et qui agrège en fait, qui regroupe les 160 directeurs RSE développement durable des grandes entreprises françaises. Et je suis aussi administrateur d'un think tank qui s'appelle The Shift Project, qui a été fondé il y a 8 ans par Jean-Marc Jancovici sur les enjeux d'énergie et de climat. J'enseigne dans plusieurs écoles, universités sur les sujets du management, développement durable, mais aussi sur le thème de la construction et l'habitat durable, qui est l'une de mes activités, notamment à Dauphine, à l'Institut Léonard de Vinci, à l'ESTP, à l'ENSAM. Voilà. Et puis je suis aussi le co-créateur avec Céline Puffe du blog Entreprise Contributive, dont on va, je crois, parler un petit peu. Exactement. La première question qui me vient, et souvent, je crois que, en particulier les militants hyper écologistes pensent que les entreprises sont un problème beaucoup plus qu'une solution. Moi, j'ai la sensation que dans le triptyque qui est société civile, politique et entreprise, finalement, l'entreprise elle a un rôle essentiel à jouer parce que elles font société, bien sûr. Pour toi, c'est quoi le rôle des entreprises dans ce challenge ou challenge, le mot est faible, dans la problématique climatique à laquelle on doit faire face en fait? Bon, je pense que si on cherche des responsables, qui est plus responsable du problème, on va tourner en rond et on va pas avancer beaucoup. Je pense qu'on n'a plus le temps aujourd'hui, compte tenu de ce que les scientifiques nous disent, d'aller chercher des boucs émissaires, même si je pense qu'on finira par en chercher, car c'est toujours comme ça que ça se passe quand il y a des crises, hélas. Et souvent d'ailleurs, les boucs émissaires qu'on choisit sont innocents. Alors, les entreprises ont là une part de responsabilité dans le dérèglement climatique, c'est indéniable, mais ils ont aussi possiblement le moyen, en tout cas, de réparer un certain nombre d'erreurs en modifiant tout simplement leur modèle économique. Alors, la solution au changement climatique ne viendra pas que des entreprises, ça viendra aussi beaucoup des comportements individuels. Et la rencontre des bonnes volontés entre les comportements individuels des citoyens, la prise de conscience des entreprises et une bonne couche de régulation étatique sur des interdictions et puis taxer ce qui est vraiment mal pour détaxer ce qui est mieux. Bon, si on arrive à aligner ce genre de choses, on va peut-être pouvoir y arriver, mais il faut pas s'endormir. Et alors tu parlais d'entreprise contributive, c'est quoi une entreprise contributive et comment ça prend un rôle chez Bouygues? Parce que Bouygues, donc, vous faites beaucoup de choses, mais entre autres des immeubles, du mobilier, on va dire. Comment ça prend forme? Qu'est-ce que c'est et comment ça prend forme en fait? Alors d'abord, le concept d'entreprise contributive, c'est un concept qui est récent, qu'on a imaginé avec Céline il y a 3-4 ans. On s'est dit, comment faire en sorte que l'entreprise prenne sa part. Et pour qu'elle prenne sa part en restant crédible, il faut avoir un certain nombre prendre en compte un certain nombre de conditions. Alors première condition, si on veut être crédible, c'est considérer en fait que la donnée d'entrée numéro 1 de la stratégie, c'est l'effet scientifique. Alors ça, c'est nouveau quand même. C'est-à-dire l'entreprise dit, je vais prendre en compte ce que dit la science et je vais l'intégrer comme premier article de ma stratégie. Alors la science a dit quoi ? La science a dit que si on veut préserver le climat, déjà, il ne faut pas émettre plus de X tonnes de CO2 dans l'atmosphère si on veut rester en dessous de 2 degrés. Donc si on n'est pas neutre en carbone, on déroge déjà à ce premier principe. Donc ça ne va pas.
La science dit aussi que les ressources ne sont pas infinies. Et ça, c'est même pas de la science, c'est de l'arithmétique. Donc, si les ressources ne sont pas infinies, ça veut dire que je dois utiliser des ressources pour faire mon business, mais tout en les utilisant, je dois travailler à leur renouvellement. C'est-à-dire que je dois intégrer dans ma comptabilité la dépréciation de mes ressources, dépréciation des ressources que j'utilise, pour pouvoir continuer d'en avoir au fil du temps. Et donc ça, cette nouvelle façon de compter la valeur, peu d'entreprises font ça aujourd'hui. Donc c'est intégrer en fait le capital naturel. Le capital naturel, c'est la base de toutes les entreprises, parce que les entreprises, finalement, pour faire du business, transforment des matières premières avec de l'énergie, de l'intelligence humaine, des machines, des moteurs. Mais s'il n'y a plus de matières premières, ou s'il y en a moins, il n'y a plus de business. Donc pour préserver ces matières premières, il faut les intégrer au bilan. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et comme ce n'est pas le cas, on considère les matières premières comme des actifs. Mais comme on ne les gère pas au passif du bilan, on ne met aucun investissement, aucune provision financière pour les renouveler. Et puis voilà, donc on arrive dans l'état où on est aujourd'hui, où on pompe les ressources partout dans le monde, ce qui crée des désordres environnementaux colossaux. Et on commence à voir, et c'est un paradoxe, mais on commence à voir des pénuries énormes. Et ça nous empêche pas de continuer d'accélérer en fait dans ce mécanisme-là. Donc l'entreprise contributive, c'est déjà dire voilà, la science nous dit un certain nombre de choses pour la préservation des écosystèmes, pour le renouvellement des ressources renouvelables et non renouvelables. Alors quand c'est pas renouvelable, il faut faire l'économie circulaire. Quand c'est renouvelable, il faut laisser le temps à la nature de le renouveler et pas aller plus vite que ce que la nature peut faire. Et ça, c'est la base de l'entreprise contributive. Alors, on est très, 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 très loin de ça aujourd'hui dans 99% des entreprises. Mais une entreprise contributive, ça commence par ça. Et puis, une fois qu'elle a compris ça, l'entreprise, en s'appuyant donc sur des experts, des scientifiques qui leur disent les choses. Donc ça veut dire que dans les conseils d'administration des entreprises de demain, on va peut-être voir arriver des climatologues, des anthropologues, des spécialistes de la nature, parce que c'est eux qui vont être la voie en fait de la préservation des matières premières qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise. La deuxième chose de l'entreprise contributive, c'est la redéfinition de la raison d'être. La raison d'être, alors au-delà de ce que dit la loi Pacte, récemment votée là, c'est-à-dire à quoi ça sert finalement une entreprise ? À quoi ça sert ? Ça sert, alors tout de suite, la définition néolibérale classique, à rémunérer les actionnaires, oui, aussi, mais ça sert aussi, et avant toute chose, à satisfaire des besoins et des attentes des clients, mais, c'est qu'on doit pouvoir faire ça en considérant les enjeux environnementaux et sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Et la difficulté dans la plupart des boîtes, c'est comment arriver à gérer en fait des injonctions contradictoires permanentes en fait. Et souvent on ne les gère pas parce que c'est complètement impossible, alors que c'est possible de le faire. Et ça nécessite en fait de revoir la raison d'être, c'est qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas ? Donc, est-ce que j'ai vraiment un rôle social et un rôle environnemental dans l'écosystème dans lequel j'évolue, tellement indispensable que je participe à la régénération de la nature, je participe à apporter du bien commun ou à préserver le bien commun, tout en satisfaisant des besoins et des attentes de ceux qui m'achètent mes produits et mes solutions. Mais alors, qu'est-ce que tu réponds, aux gens qui te disent, oui, mais une entreprise, c'est quand même des actionnaires qui veulent de la croissance, du dividende, et qu'en fait, ça n'ira jamais dans ce sens-là, en réalité. Ouais. Alors, ceux qui disent que ça ira jamais n'ont pas dépassé beaucoup de classes en mathématiques, parce qu'en fait, on est sur une planète finie en ressources, c'est-à-dire avec une dimension finie une fois pour toutes, une fois qu'elles ont été fabriquées il y a très très longtemps, et que tôt ou tard, de toute manière, ça va s'arrêter. Donc jamais, peut-être dans la tête de certains, mais mathématiquement parlant, ça va s'arrêter, et pas dans 200 ans. Il y a certaines ressources où on a déjà passé le pic d'extraction et on est déjà dans la descente. À commencer par les énergies fossiles conventionnelles depuis 2008. On attend que l'Alaska fonde. Oui, mais enfin bon, ça ne fera que reporter de quelques années, mais ça ne changera rien sur le fond. Donc
Bon, ce que je dis à ceux qui disent ça, je dis il faut qu'ils changent de miroir, il faut qu'ils changent de regard, il faut qu'ils changent de logiciel, il faut qu'ils changent Donc il faut inventer donc une nouvelle prospérité. Alors moi j'appelle ça une nouvelle prospérité sans croissance matérielle. Par exemple vous, je sais pas combien, tu mesures combien ? 90, 1m90. 1m90, bon, un jour tu t'es arrêté de grandir. Voilà. Et puis ça va bien aujourd'hui. Je le vis bien. Voilà. Parce qu'imagine si tu avais continué de grandir, ça aurait été quand même un peu con. Et ça aurait été un peu gênant même. Donc en fait, il y a eu un moment où il faut considérer qu'on arrête l'étalement urbain, on arrête la consommation de ressources primaires. Et puis après, on essaye de continuer à prospérer, c'est-à-dire à maintenir un certain niveau de matérialité et de confort dans nos vies. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire. Mais en essayant de ne pas consommer toujours plus, parce que vous savez que dans le problème de la croissance, c'est un problème des exponentiels. Bon, 2%, 3%, 7% par an, quand on part de rien, voilà, la planète peut le digérer. Mais les exponentiels, c'est magique, c'est que si on prend la croissance de la Chine, par exemple, si on continue à 7% par an, dans 20 ans, ça fait 2 économies mondiales supplémentaires, rien que sur le périmètre de la Chine. Est-ce que c'est envisageable de croire des bêtises pareilles ? C'est pas possible. Mathématiquement, c'est pas possible à cause de la finitude des ressources. Donc, une fois qu'on a compris ça, c'est pas du dogmatisme, c'est pas de la politique, c'est pas du trotskisme, c'est pas du communisme, c'est de la science, c'est des faits scientifiques. Alors, les entreprises là-dedans doivent accepter de remettre en cause leur modèle économique pour aller vers un système de prospérité sans croissance. Enfin, sans croissance matérielle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance dans la connaissance. Ça, c'est immatériel. Ça ne consomme pas beaucoup de CO2. Ça veut dire qu'on ne peut pas améliorer le confort. Le confort, on peut l'améliorer. Mais est-ce qu'on doit l'améliorer au détriment du vivant, au détriment des ressources qui restent disponibles ? Ça, c'est pas moralement tenable et souhaitable pour les générations futures. Donc, c'est un nouveau récit. Une nouvelle utopie qu'il faut pouvoir essayer de concevoir ensemble, pas les uns contre les autres, ensemble, car oui, on peut aller sur Mars, oui, on peut trouver une exoplanète habitable, je ne sais pas où, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne va pas y aller tout de suite. Non. Et alors justement, comment on peut tenir ce discours, celui que tu tiens, et en étant cadre dirigeant chez Bouygues, où vous avez le problème, parce que il n'y a plus de sable en fait. Alors, il reste du sable, mais il n'est pas forcément bien réparti partout. Et puis surtout là où il faut peut-être le laisser là où il est, parce qu'il a quand même une utilité, notamment le sable de rivière. Oui, mais ce discours, il est audible aujourd'hui dans les entreprises. C'était moins le cas il y a quelques années. Parce que dans les entreprises, il y en a beaucoup qui continuent de faire semblant, en fait, qui savent très bien qu'on est sur un système qui marche sur la tête. Mais comme il n'y a rien pour le remplacer et que on est sur une espèce de machine infernale qui nous entraîne tous, c'est difficile de penser autrement. Et puis, encore une fois, moi, je n'ai pas toutes les réponses et toutes les solutions à tout ce qu'il va falloir faire autrement. Donc, dans les grandes entreprises, et au C3D, chez Bouygues comme ailleurs, on réfléchit à l'émergence de ces nouveaux modèles économiques qui prennent en compte les enjeux de long terme par la prise en compte des faits scientifiques. Alors, on se met autour de la table, on réfléchit, on se dit, mais alors, comment on peut faire du business autrement ? Net zéro impact. Voilà, c'est ça, en fait, le deal. Net zéro impact, c'est-à-dire pas de carbone, pas de pression sur les ressources. Eh bien, il y a des solutions aujourd'hui. Alors, on ne peut pas passer d'un modèle prédateur de ressources à un modèle contributif en une itération. C'est pas possible. C'est un saut quantique juste inimaginable. Mais par contre, c'est possible de faire des petits pas qui, de génération de solutions en génération de solutions, peut tendre vers. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et pas simplement chez Bouygues. Dans toutes les entreprises réfléchissent à ça pour diminuer leurs impacts jusqu'à ne plus avoir d'impact. Voilà. Alors, moi, je peux vous donner des exemples pour Bouygues, mais il y a plein d'exemples partout, heureusement, chez les membres du C3D. Juste avant que tu donnes des exemples, je me demande, est-ce que tu penses qu'on a le temps de faire cette stratégie des petits pas, ou est-ce qu'on doit justement être en rupture ? J'ai reçu Alexandre Cadin sur ce podcast, où lui est beaucoup dans la stratégie de rupture. Toi, tu penses qu'on a le temps de faire des petits pas comme ça ? On peut faire des petits pas rapidement. D'accord. Voilà. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais on peut pas faire mûrir une tomate avec un chalumeau non plus. Il y a une
on a une contrainte de temps qui est dictée encore par la science, qui nous dit, voilà, il nous reste 10 ans pour diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, diviser par 2, ça veut dire maintenir notre chiffre d'affaires tel qu'il est, en émettant 2 fois moins de CO2. C'est ça, en fait, l'idée. Bon, est-ce que 10 ans, c'est trop long ou trop court? Alors, quand on voit que depuis 70 ou 80 ans, on n'a pas diminué, on a fait qu'augmenter, on s'est dit ça va être quand même un peu rock'n'roll, quoi, d'arriver à faire ça en 10 ans. Donc oui, on n'a pas le temps, mais il y a une telle inertie, il y a de telles contraintes, tellement de vents contraires également, que ce soit certains corporatistes, certaines communautés, certaines personnes qui veulent nier l'évidence. Il y a un déni énorme par rapport à ça. Et il y a encore des climato-sceptiques aujourd'hui, et qui sont pour certains très bien placés dans les écosystèmes. Donc on doit essayer de mettre en place cette approche le plus vite possible et on verra bien. Et alors, si on revient aux exemples, justement, d'entreprises contributives, comment on fait pour réduire son impact quand on est une boîte comme Bouygues, par exemple ? Quand on est une boîte comme Bouygues, on réfléchit à là où sont déjà les principaux impacts. Et nous, chez Bouygues, les principaux impacts, c'est les impacts liés à la construction des immeubles. C'est 25% des émissions de gaz à effet de serre en France, près de 43% de l'énergie finale consommée, la construction. Et donc, on a quand même déjà un boulevard pour améliorer cette approche, parce qu'on est des gros émetteurs. Donc, il y a plein de leviers possibles. Et ça qui est intéressant, c'est contrairement à d'autres industries, je pense à l'aviation civile, où ça va être compliqué de faire voler des gros porteurs avec du jus de betterave, c'est même juste impossible. Nous, il n'y a pas de limite technologique. C'est juste un problème de volonté de l'ensemble des acteurs, de dire, voilà, il faut qu'on arrête de construire comme avant et qu'on tourne la page pour construire différemment. Alors, dans un bilan carbone d'un bâtiment, si je prends que ce problème du carbone, parce qu'on ne peut pas parler de tous les sujets, mais enfin le carbone c'est quand même la mère des batailles, le coût carbone complet d'un bâtiment, ça commence par la conception et la construction du bâtiment, et donc les éléments finis et les matériaux que constitue le bâtiment, ce qu'on appelle l'énergie grise qu'il faut pour fabriquer les matériaux, pour fabriquer le bâtiment, c'est 40% à peu près d'un bilan carbone d'un bâtiment. Donc, et pourquoi c'est très carboné, cette partie-là de la fabrication d'un bâtiment, c'est qu'on utilise des matériaux de construction aujourd'hui, le béton, l'acier, qui pour fabriquer du béton, donc le ciment, le clinker, ça nécessite de consommer beaucoup d'énergie et de relarguer énormément de CO2 dans l'atmosphère. Donc il faut arrêter le béton. Il faut arrêter le béton, ou autrement prendre du béton bas carbone, c'est possible. Il y a aujourd'hui, les industriels travaillent sur des bétons qui sont bas carbone, mais 6 à 7 fois moins carbonés que le béton traditionnel. Mais il y a aussi une autre solution, c'est de changer les matériaux de construction. C'est d'utiliser d'autres matériaux, qu'on connaît bien d'ailleurs, qui ont été utilisés à l'époque où il n'y a pas de béton, et qui sont en train de revenir à la mode, à commencer par le bois, la terre crue, le pisé, etc., qui sont des matériaux, par définition décarbonés, et même pour le bois, qui sont des puits de carbone, tant qu'on n'a pas brûlé. Et ça marche très bien pour construire. Il y a plein de maisons, d'immeubles aujourd'hui en bois qui tiennent debout et qui sont tout aussi confortables à vivre. Donc, là, oui, comme d'autres constructeurs, s'intéressent à ces nouveaux matériaux pour construire. D'accord. Et on va déjà résoudre une partie du problème. Mais il y a d'autres émissions. Il y a les émissions de fonctionnement. Donc, les émissions de fonctionnement, c'est toute l'énergie. Là, ici, il y a plein de lumières partout, allumées dans ce studio. C'est le chauffage, ça peut être la climatisation dans certains cas, ça peut être l'électricité spécifique dont on a besoin pour les téléphones portables, pour recharger, pour le frigo, etc. Et ça, cette énergie, aujourd'hui, elle est produite en dehors des bâtiments. Et elle vient alimenter les bâtiments via les réseaux d'électricité, etc. Bien sûr. Bon, mais aujourd'hui, les panneaux solaires coûtent pas cher. Ils coûtent de moins en moins cher. Et on commence à avoir des bâtiments qui sont truffés de panneaux solaires. Alors, vous allez me dire, le panneau solaire, mais ça pollue pour les fabriquer. C'est vrai, mais ça pollue toujours moins que des centrales thermiques au charbon. Surtout, il faut les faire venir de Chine, quoi. Il faut les faire venir de Chine. Alors, j'ai pas dit que c'était une solution absolument miracle, mais entre la peste et le choléra, il y a des fois, il faut choisir l'une ou l'autre. Et en l'occurrence, là, c'est ni la peste ni la choléra, c'est juste un rhume des foins. C'est bien de mettre des panneaux solaires aujourd'hui sur les bâtiments. C'est toujours mieux que d'être... Alors, en France, c'est moins vrai,
car on a une électricité qui est par définition décarbonée, enfin très décarbonée, mais partout ailleurs dans le monde ou à quelques pays près, c'est bien de mettre des panneaux solaires. Alors ces panneaux solaires sur les bâtiments... Vous avez rappelé que le nucléaire ne fait pas de carbone. Il fait du carbone, le nucléaire. Il fait du carbone parce que il en fait un petit peu quand même, parce qu'il faut construire les centrales, il faut construire les réseaux, donc c'est pas complètement neutre en carbone, mais c'est vrai que là, c'est par rapport à d'autres modèles de production, c'est quand même c'est 6 grammes de carbone par kilowatt, alors que le charbon, c'est 1000. Hein. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux faire du nucléaire si on regarde simplement l'angle du CO2. Alors, les bâtiments vont produire leur propre énergie grâce à ces panneaux solaires. C'est déjà le cas. Bouygues a été le premier constructeur à fabriquer, à construire des bâtiments dits à énergie positive. Et va pouvoir donc décarboner les sources d'énergie qui sont nécessaires pour le fonctionnement du bâtiment. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on sait faire. C'est pas compliqué. Et ça permet de décarboner la deuxième composante qui est la partie de l'énergie d'exploitation pour le fonctionnement d'un immeuble. Et ça, je ne parle pas spécialement à Paris, je parle partout dans le monde. Bien sûr. On est d'accord. Puis après, la dernière composante, c'est la mobilité. On aura toujours besoin de bouger et on n'est pas toujours à côté d'une bouche de métro, d'une ligne de RER. Et la mobilité décarbonée est en train d'arriver avec les véhicules électriques, mais demain avec les véhicules hydrogène. Donc, les bâtiments vont devenir des hubs de mobilité. C'est-à-dire que les bâtiments vont recharger les voitures électriques avec leurs panneaux solaires. Ça permettra aux gens qui travaillent ou qui vivent dans le bâtiment de pouvoir bouger avec une mobilité décarbonée. Tout ça, ce n'est pas une utopie, c'est possible. Alors, je dis rapidement parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Certes, il n'y aura plus de voitures propriétaires, ce seront des voitures qui seront partagées. Certes, on va devoir revoir complètement la conception des bâtiments pour qu'ils consomment le moins possible d'énergie. Parce que les rendements des panneaux solaires, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi productif que ce que peuvent être des centrales nucléaires. Donc il va falloir aller vers une très très grande sobriété d'usage. Il va falloir que les bâtiments soient conçus comme étant passifs, c'est-à-dire intrinsèquement ne pas consommer l'énergie ni pour le chauffage ni pour le rafraîchissement, parce qu'ils vont être conçus avec ce qu'on appelle une conception dite bioclimatique pour ne pas consommer d'énergie d'une façon native. Donc il y a dans la conception, dans l'exploitation des bâtiments, des nouveaux réflexes qu'il va falloir acquérir si on veut tenir cette promesse. Et puis en fin de vie, les bâtiments, les matériaux, qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui, on les jette. Demain, il est probable qu'on ne les jette pas. Non seulement on va les réutiliser plutôt que les recycler, donc on construira les bâtiments avec des systèmes de briques élémentaires en modulaire pour pouvoir refabriquer les bâtiments et donc conserver l'énergie grise de fabrication initiale pour toujours, c'est-à-dire avec un modèle de conception, construction, exploitation forever, design forever, comme on le faisait dans le temps avec les pierres des châteaux forts qui servaient pour l'église, qui servaient pour le dispensaire, qui resservaient pour l'église, etc. Parce que les matières premières, à l'époque, il y en avait peu par rapport à l'énergie qu'on pouvait dépenser pour les fabriquer. Donc tout ça, vous voyez, c'est techniquement possible, on peut le faire rapidement et ça permet de diminuer énormément les consommations d'énergie fossile pour pouvoir continuer de faire notre industrie. Alors, bien sûr qu'il faut aligner plein de planètes là, pour faire ça. On a besoin de mettre en place une filière bois en France. On a besoin d'avoir des architectes qui nous accompagnent dans la conception bioclimatique des immeubles. Il y en a peu aujourd'hui qui sont spécialisés dans ce mode de conception. Il va falloir qu'on continue de mettre en place des systèmes de production intégrés bâtis toujours plus performants pour avoir quand même maximum d'énergie, non seulement pour le bâtiment, mais pour recharger les véhicules, mais aussi éventuellement pour revendre cette énergie excédentaire à des voisins, pour rentrer dans un système de trading énergétique local, qu'on appelle les microgrids, qui sont aussi en tant que tels des modèles économiques pour les territoires énergie positive du futur. Donc, toutes ces briques-là, elles existent aujourd'hui d'un point de vue technique. Il faut les agréger, il faut trouver des modèles qui vont derrière, mais c'est le sens de l'histoire, c'est ça qui va se passer. Et alors, moi j'ai deux questions. La première, tu as répondu en partie, qui est est-ce qu'un bâtiment ne peut pas générer de l'énergie Oui, peut-être aussi décarboner à travers des plantes. On n'a pas trop parlé de la présence des plantes sur les bâtiments. Et la deuxième question, c'est pour tous les bâtiments neufs.
Qu'est-ce qu'on fait pour l'existant? Parce qu'en fait, majoritairement, les bâtiments existent et surtout, on parle beaucoup, tu sais, d'énergie, enfin de perte d'énergie dans les bâtiments en réalité. Alors le vrai combat, effectivement, c'est pas tant le neuf, parce que le neuf, c'est facile, c'est presque facile, il suffit de faire ce que je viens de dire. Mais qu'est-ce qu'on fait du parc installé, hein? Et le parc installé, il est extrêmement énergivore, dense. Et là, il n'y a pas d'autre solution que de rénover. Alors rénover, ça ne veut pas dire tout casser, hein. Au contraire d'ailleurs, hein. Il faut casser le moins possible. Sinon on revient à cette problématique de l'énergie. De l'énergie, bien sûr. Et la rénovation, quand on parle de rénovation dans le bâtiment, c'est exactement quand on a froid, quand il sort dehors, il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On met un manteau. Voilà, et on a moins froit. Surtout s'il est bien fermé, il n'y a pas d'entrée d'air, etc. L'isolation pour les bâtiments, c'est la même chose. Il va falloir les couvrir de systèmes d'isolation par l'extérieur si possible, pour éviter les déperditions thermiques, et changer les ouvrants, changer les huisseries pour avoir aussi moins de déperditions sur ces parties-là, isoler les toitures, isoler les planchers, etc. Si on veut qu'ils deviennent thermiquement viables avec les consommations qui vont être les nôtres dans le futur, il n'y a pas d'autre solution que d'améliorer l'isolation, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique passive. Déjà faisons cela. Hein. On rénove à peine 100 000 logements par an. Il faudrait qu'on en rénove quasiment 1 million. Ça créerait plein d'emplois locaux, non délocalisables, qualifiés en plus, parce que c'est quand même chaque bâtiment étant différent, les techniques d'isolation seront différentes. Donc il faut un plan Marshall là, décidé au niveau européen et même mondial pour éviter de continuer de vivre dans des épaves thermiques, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, pour à la fois améliorer le confort d'été, parce que finalement les bâtiments bien isolés, c'est des bâtiments aussi qui protègent du chaud, et puis le confort d'hiver, parce que même avec les changements climatiques, il fera toujours plus froid l'hiver que l'été. Donc, c'est quelque chose que l'on peut faire, mais qu'il faut commencer maintenant. Mais alors, qui paye pour ça? En fait, c'est les personnes qui sont les propriétaires, parce qu'il n'y a pas vraiment de propriétaires d'immeubles, à part pour les HLM ou autres, mais... Il y a des propriétaires. Non, mais qui paye? Ça, c'est un peu comme si je vous disais, vous avez un cancer en phase terminale, il y a un médicament qui peut vous sauver, mais qui coûte très cher. Et non, je préfère mourir parce que j'ai pas envie de dépenser le truc. Bon, après, c'est une question de choix. On a les moyens. L'argent, en tant que société, tu veux dire? Mais en tant que société au sens large. Hein, bien sûr. L'argent, c'est une convention humaine. On a les moyens aujourd'hui de financer cette transition si on le voulait vraiment. Voilà. Oui, bien sûr. La dette privée peut continuer il n'y a pas de règle des 3% de Maastricht sur la dette privée. On pourrait, sous garantie d'État, continuer investir massivement dans la rénovation énergétique du parc installé. Je ne suis pas un spécialiste de la finance, mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas l'absence d'argent ou le manque d'argent qui doit nous empêcher de faire ça. C'est plus une volonté politique de dire, ça ne peut plus durer, on doit agir, on doit faire ce plan Marshall, un peu comme ça s'était passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour la reconstruction du Japon. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de se mettre dans une économie de guerre pour sauver le climat, hein, quand même plus positif qu'une guerre classique. Si on veut maintenir les écosystèmes et la vie, parce qu'il faut savoir que la première victime collatérale des changements climatiques, c'est le vivant. Hein. Bien sûr. Donc on n'a pas le choix. Dépêchons-nous. Chaque seconde de perdu est une seconde de perdu. Et alors pourquoi ça ne se passe pas? Parce qu'en fait, moi j'ai l'association et des politiques que j'ai rencontrées. Ils te disent plusieurs choses. Ils te disent d'abord, on est enfermé dans des frontières, donc en fait, finalement, on n'arrive pas vraiment à avoir l'impact nécessaire. Après, les organisations internationales type l'ONU, elles sont ruinées, donc en fait, ça bouge pas non plus.
Et ça manque. Il y a des choses qui se passent au niveau des villes, mais les villes ne font pas système. Donc en fait, tu as l'impression qu'il y a une forme d'inertie où personne ne prend vraiment la décision. Puis après, tu as des énergumènes comme Trump ou Bolsonaro ou autres qui de toute façon vont pas du tout dans ce sens-là. Donc, enfin. Alors non, mais attendez, il y a. Oui, j'ai pas. Si j'avais la recette, je serais heureux. Moi, je pense que c'est une théorie très simple de la bouteille de ketchup, hein, l'ancienne bouteille où il fallait secouer très très longtemps, il n'y avait rien qui sortait, et puis tout sort en même temps. Hein. Je pense qu'il faut continuer de secouer, quoi. Hein. Il faut continuer de secouer, ça veut dire il faut continuer de parler des solutions. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé du problème, mais parler du problème, on a bien vu que ça n'activait pas les solutions. C'était même plutôt contre-productif, même si je pense qu'il fallait dénoncer, parce que sinon, il n'y aura pas eu de prise de conscience. Mais aujourd'hui, je pense que les problèmes, on les connaît. Alors, il y a ceux qui écoutent la science, puis il y a ceux qui sont dans une posture de déni, on l'a vu, mais on ne peut rien pour eux. Maintenant, il faut surtout parler des solutions, montrer qu'il y a des possibilités dans quasiment tous les domaines de faire autrement, dans l'agriculture, dans le textile, dans le bâtiment, on peut faire autrement. Et montrer que c'est tout à fait enthousiasmant de réinventer en fait tous ces modèles économiques, réinventer la façon de vendre, la façon de partager, la façon de mutualiser, et de montrer que c'est pas du tout du retour au Moyen-Âge. Personne n'a envie de revenir chez un dentiste des années 80, etc. Personne n'a envie de ça. Mais si on veut pas effectivement revenir à des temps que personne ne souhaite, il faut changer. Il faut changer nos façons de voir le business. Et c'est vrai, il y aura certainement des habitudes à modifier, des comportements à modifier, des comportements d'achat, des modes de marketing, beaucoup plus de sobriété dans les usages et dans les modes de consommation. C'est vrai, on aura besoin de tout le monde, que tout le monde prenne cette consommation, mais ça ne veut pas dire qu'on sera moins heureux. Au contraire, je pense que c'est une belle utopie. On a besoin maintenant de gens qui nous disent comment vivre dans un monde, dans une société à 2000 watts, où on aura effectivement 2 tonnes de carbone en crédit carbone au début de l'année, mais on rigolera peut-être mieux dans cette période-là. On va peut-être travailler un peu moins. On aura peut-être plus de temps pour la culture, pour la spiritualité, pour le vivre ensemble. En tout cas, c'est un pari qu'on peut essayer de prendre. C'est marrant, dans mon livre, juste pour faire écho à ce que tu dis, je prends une image, je ne sais pas si tu as passé le permis moto, mais j'ai passé le permis moto. Et en fait, quand tu passes le permis moto, tu as plusieurs épreuves. Tu as une épreuve de plateau où tu as un évitement. Et en fait, quand tu fais un évitement d'obstacle, si tu regardes l'obstacle, tu rentres dedans. Donc en fait, la seule solution, c'est de regarder la voie de sortie. Oui. En fait, c'est comme quand tu fais un slalom en ski. Exactement. Pareil. Et en fait, là, comme on se focus sur le problème, en fait, à se focuser sur le problème, tu rentres dedans. C'est une belle métaphore. Non, c'est tout à fait ça. Il faut parler de ce qui va se passer après. Mais même le chemin est intéressant. La destination, on la connaît. C'est un monde neutre en carbone, c'est 2050. Mais le chemin va être intéressant parce que finalement, on est tous pour le progrès, mais contre le changement. Hein. Mais le changement non subi est quand même plus sympa que le changement subi. Par définition. Donc là maintenant, on a les données du problème sur la table. La science est implacable. Il y a des solutions. Les industriels ont trouvé des solutions. On a trouvé des solutions chez Bouygues pour faire autrement, pour construire autrement. Mais c'est pas le tout qu'on soit convaincus nous. Il faut pouvoir convaincre nos partenaires, les parties prenantes d'entreprise, à commencer par les clients, c'est quand même eux qui payent, que ce qu'on leur propose, c'est mieux pour eux, que non seulement ça va leur coûter moins cher, mais ça sera mieux pour eux, parce qu'il faut tordre l'idée de dire, voilà, le développement durable, tout ça, c'est très bien, mais c'est plus cher. Mais non, c'est moins cher. C'est moins cher si on prend en compte toutes les externalités. Et on peut penser que tôt ou tard, le législateur, on voit bien que la commissaire européenne commence à évoquer enfin le fait de donner un prix au carbone d'une façon ou d'une autre. Si on paye plus cher les externalités négatives, y a tout un tas de solutions qui ne sont pas viables aujourd'hui dans l'économie d'aujourd'hui.
mais qui seront rapidement viables si demain on paye plus cher les externalités négatives. C'est ce qu'il faut appeler de nos voeux. On a besoin aussi de la régulation, on aura besoin d'interdiction. Je vous donne un exemple sur les plastiques, par exemple. 2040. Madame la secrétaire d'État formidable a dit grande victoire, les plastiques jetables 2040. Les plastiques à usage unique, je crois. À usage unique, oui. Bon, quand ça dépasse l'entendement, c'est complètement dingue. Moi, je vous fais le pari que si on disait, par exemple, au restaurant de la restauration rapide, je ne citerai pas de nom, demain matin, plus de plastique à usage unique dans vos restaurants, sinon vous arrêtez votre exploitation. Je vous garantis qu'en très peu de temps, ils vont trouver des solutions. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, si on veut, on peut. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment la volonté. Oui, pour faire ces grandes transformations, c'est comme dans les entreprises. Pour faire des grandes transformations, on a besoin de deux choses. On a besoin de leadership. C'est-à-dire des gens qui impriment une vision positive, qui la font partager aux collaborateurs pour les aligner. Un leader, c'est quelqu'un qui donne confiance. C'est quelqu'un qui a la conscience du long terme, qui donne envie, qui rassure, mais qui est implacable. Implacable dans le sens où c'est pas une girouette. Voilà. Donc on manque aujourd'hui cruellement, alors en matière politique, je vous dis pas, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de leader. Mais dans les entreprises, c'est pareil. On a besoin de leadership. Puis après, on a besoin de méthode. Je dis souvent qu'un but sans méthode est un non-sens. On peut pas partir dans n'importe quelle direction. Surtout qu'on aura moins de ressources. Donc il va falloir plus réfléchir. Quand on était open bar, all inclusive, on pouvait se tromper. Non mais là maintenant, il va falloir faire un peu plus attention. Donc il y a des méthodes aujourd'hui, dites d'amélioration continue, pour pouvoir concevoir différemment, pour pouvoir limiter les gaspillages. Je vous donne un chiffre qui est tout à fait étonnant. Dans le chiffre d'affaires des entreprises, toutes les entreprises, prenez un chiffre d'affaires entre 5 et 25% du chiffre d'affaires des boîtes, c'est de la non-qualité ou de la surqualité. La non-qualité, c'est tous les dysfonctionnements, les non-conformités, les accidents, les incidents, etc., ou les réclamations clients. Ça, c'est une source, un gisement de gaspillage énorme. Mais commençons par réduire ça déjà. Ça, il y a déjà du gisement là. Et puis la surqualité, c'est tout un tas de trucs que les entreprises font pour leurs clients que le client ne perçoit même pas. C'est aussi ça. Si on l'arrêtait, si on ne leur proposait plus, ils se plaindraient pas. Il y a peut-être des choses à faire aussi dans ce domaine-là. Donc, c'est pas un problème de solution, c'est un problème de leadership, c'est un problème de méthode, c'est un problème de volonté sur le long terme. Il nous reste 3000 jours. Voilà, il nous reste 3000 jours avant l'emballement. Donc, faut commencer tout de suite. Oui, allez. Ouais. Et alors, mon podcast s'appelle Vlan. Je voudrais te demander à quoi tu voudrais ouvrir ou claquer la porte. Alors, aux cyniques et aux cupides, aux oiseaux de mauvais augure, à ceux qui... Voilà, je parle... Personnellement, je ne passe plus une minute de mon temps à essayer d'argumenter devant des personnes qui ne comprennent pas tout ce qu'on vient de se dire. Ça ne sert à rien. Il y en a tellement aujourd'hui qui ont compris, notamment les plus jeunes, qui ont tellement envie d'agir, qui ont tellement envie que ça change, parce qu'ils ont conscience de ce qui est en train de se passer, ne serait-ce que par les phénomènes observables, que finalement, moi, le temps qui me reste à travailler et à vivre même, je veux le passer avec des gens qui ont envie d'agir. Donc, Vlan, je ferme la porte à tous ceux qui disent que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, que ça sert à rien, qu'il faut continuer comme avant. No way. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.